avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Rabi. Elle a 50 ans, elle est maman de 4 enfants qui sont âgés entre 24 et 17 ans. Elle est née en Ardèche, elle a grandi dans une ferme dans la forêt, toujours très proche de la nature. Dans son parcours de vie, elle a eu le souhait de proposer un accompagnement scolaire différent aux enfants, dont les siens, un environnement proche de la nature, respectant le rythme de l'enfant, évitant les violences dites éducatives et avec un fonctionnement démocratique, tout ceci entre autres dispositions. Nous allons évoquer son parcours, son rapport à l'école à elle, ce qu'elle et ses camarades ont construit et proposé aux enfants, encore une fois, dont les siens. Et justement, ce que ce type d'accompagnement a pu proposer à des enfants et ce que ça a pu donner avec les siens et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Nous allons commencer tout de suite avec une première question. Sophie, est-ce que tu es déjà allée à l'école ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Oui, je suis allée à l'école un petit peu tard. Je devais avoir un peu plus de 5 ans. Donc, je n'ai pas fait la maternelle. Je suis allée directement en cours préparatoire parce que j'étais justement dans un milieu très rural avec une école qui était une classe unique. Et donc, j'ai appris auprès des plus grands, ce qui fait que très, très vite, j'ai su lire, écrire, compter comme les grands. Comme les grands. Tu veux dire que ce sont les grands qui t'ont appris ? Alors, j'ai appris en partie à la maison. Quand je suis arrivée à l'école, je savais déjà lire. Et puis, comme j'étais assez friande de ces apprentissages, ça allait très vite pour moi. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à lire sans aller à l'école ? Incroyable, non ? Oui, en effet. Et puis, d'ailleurs, j'ai 4 enfants qui ont appris à lire je ne sais comment. Ok, ça leur est arrivé comme ça. Eh bien, à l'âge de 6 ans, les 4, ils savaient grosso modo lire. Et c'est passé sans doute par des chemins très différents pour chacun des 4, mais en tout cas, il n'y a pas eu à annoncer le livre de lecture. Ça n'a pas existé dans leur vie. Ah. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage en école publique, toi, en tant qu'élève, en tant que personne ? C'est marrant parce que quand tu me poses la question, la première image qui me vient, c'est que j'étais en pleurs, mais des pleurs de désespoir d'avoir quitté mes parents et la ferme dans laquelle j'ai grandi quand je suis rentrée à l'école. Et ça, je me rappelle de ça, de ma première journée à l'école, où j'étais complètement désespérée à tel point que je pleurais, et que même j'avais fait pipi, je me rappelle, dans mon pantalon, et que la maîtresse m'avait prêté un grand pantalon d'un de ses enfants. Et c'était une journée juste atroce pour moi. Et après, j'ai vraiment un souvenir d'enfermement. Ah ouais. Même si j'aimais apprendre, qui était difficile, parce que nous, à la ferme, on était tout le temps dehors. Et de se retrouver enfermé et assis, c'était vraiment très compliqué. Et encore plus pour mon frère, qui a 1 an et demi de plus que moi. Et je le voyais, lui, mais pleurer sur le chemin de l'école très régulièrement, ou au désespoir lorsque les vacances étaient terminées. Donc c'est vrai que j'ai pas un souvenir très très heureux de l'école, de la petite école. Après au collège, je pense que j'avais plus une curiosité sociale, d'être avec les autres, de voir les adolescents. Donc j'étais un peu là comme une sociologue à observer tout ce qui se passait entre les gens, un petit peu en retrait. Et puis au lycée, ça a été un peu l'émancipation, puisque c'était l'internat qui n'a pas fonctionné. Donc, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil, à louer une chambre. Et donc, voilà, je vivais un peu comme une grande fille et je fais pas mal de bêtises aussi. J'ai expérimenté, encore une fois, la vie sociale, mais sous d'autres aspects. Je travaillais pas trop, mais j'avais pas trop besoin pour réussir à avoir des notes correctes. Donc, voilà, je peux pas dire que ça a été des périodes ni faciles ni très heureuses, mais ce qui m'a le plus nourri, ce sont les relations. Mmh. Donc à l'école, ce que tu as surtout trouvé, c'était de la relation humaine, sociale. Oui. Et de l'interaction. Des copines, des copains. C'était pas toujours simple non plus, mais disons que ça a bien nourri ce côté besoin d'amitié. Ouais. Ok. Et pourtant, tu as ouvert, il y a quelque temps, une école alternative. Oui. Qu'est-ce qui a motivé cette décision d'ouvrir une école différente ? Alors, ça a été plusieurs facteurs. D'abord, moi, j'ai essayé de capter ce qui avait été le plus important pour moi dans mon enfance pour essayer de comprendre de quoi un enfant pourrait avoir besoin.
Lorsque j'ai eu 18 ans, ma mère a ouvert la ferme avec accueil paysan à de l'accueil d'enfants. Donc je l'ai aidée dans cette activité et j'ai confirmé que la ferme et la nature étaient un environnement porteur d'enthousiasme pour les enfants, comme dirait André Stern. Donc cet enthousiasme-là, je l'ai vraiment vécu et en tant qu'enfant et en accueillant des enfants qui venaient principalement de milieux urbains et qui venaient avec l'accueil paysan. Un deuxième facteur, ça a été que je suis née dans une famille qui se pose beaucoup de questions et mon père était très inspirant en termes de recherche sur l'humanisme, sur les causes de notre difficulté à nous adapter à cette vie, au vivant en général, et aussi sur des questionnements écologiques qui aujourd'hui sont encore plus prégnant et plus omniprésent qu'il y a 40 ans, mais mon père étant un pionnier en la matière, il avait déjà constaté qu'on était engagé sur une mauvaise voie, sur une voie très dangereuse pour notre survie. Et je me suis aussi questionnée là-dessus, sur pourquoi cette difficulté à s'adapter à la vie à ce point. Donc ça a été un deuxième facteur, parce que ça m'a amené très très vite à l'enfance et à l'éducation. Et puis la troisième chose, ça a été de devenir moi-même une maman. Et à ce moment-là, j'avais fait des études en audiovisuel, en communication, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas à cet endroit que j'avais envie de donner mon énergie, en tout cas pas directement, mais plutôt vraiment servir la cause des enfants. Surtout, une fois que j'ai compris, grâce à Alice Miller, donc, que j'ai eu la chance de rencontrer, puisqu'elle vivait pas si loin de chez moi, à Saint-Rémy-de-Provence. Elle a fini ses jours dans le sud. Et plusieurs fois, je suis allée à sa rencontre pour participer à des groupes de parole. Et j'ai évidemment lu tous ses livres. Et c'est une chercheuse qui m'a passionnée parce qu'elle répondait à cette grande question qui était en moi et qui était: pourquoi sommes-nous violents? Pourquoi sommes-nous destructeurs? Et pourquoi avons-nous de la difficulté à honorer la vie, à servir une posture harmonieuse pendant notre existence? Pourquoi est-ce que on est dans cette pathologie de destructivité? Et Alice Miller, grâce notamment à son livre qui s'appelle C'est pour ton bien, qui est sous-titré Racines de la violence dans l'éducation, dénonce ce qu'elle a appelé la pédagogie noire, et donc des pratiques éducatives ordinaires qui sévissent depuis des générations et des générations, des siècles et sans doute des millénaires, et qui sont pour elle, et c'est devenu aussi ma vérité, l'origine de cette destructivité, de cette difficulté à vivre. Donc, m'étant passionnée pour ce sujet et ayant trouvé des réponses chez Alice Miller, j'ai voulu mettre en œuvre, d'abord en tant que maman, parce que j'ai aussi fait tout mon petit parcours de parents qui remet en question l'éducation ordinaire. Donc, j'ai accouché à la maison, j'ai pratiqué le cododo, le portage des bébés, l'accueil empathique, des pleurs, des colères, l'allaitement à la demande, etc. Donc, voilà, j'ai fait tout mon petit détricotage de ce que disait la pensée conventionnelle, la pensée unique, que ce soit des manuels ou de ce que disent les grands-mères ou les voisines ou ce que dit la voix populaire au sujet de l'enfant. Donc j'ai voulu remettre tout ça en question pour vraiment trouver qu'est-ce qui était juste et vrai pour moi. Et donc c'est ce parcours-là qui m'a nourrie et qui, je pense, a répondu de manière un peu plus appropriée aux besoins de mes enfants. Dans la logique, il y avait très vite la question de la scolarité qui allait se poser. Donc, j'ai voulu ouvrir une école dans la ferme de mes parents. En 97, cette idée m'est venue. Et puis, pendant 2 ans, je me suis formée à la pédagogie Montessori. Et puis, j'ai monté mon projet, j'ai rassemblé des fonds, j'ai rassemblé des familles. Et j'ai ouvert une école en 99 dans la ferme de mes parents. Et cette école, elle a duré pendant 22 ans. Elle s'est appelée la ferme des enfants. Ouais. Là, aujourd'hui, elle est un petit peu en suspens et j'espère qu'elle pourra reprendre son existence dans quelques mois. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse, si tu le permets, par rapport aux pratiques parentales que tu évoquais entre l'allaitement, le cododo, l'accueil empathique, des émotions. Comment ça se passait? Parce que c'est autour des années 2000.
Comment ça se passait à ce moment-là? Parce que tu sais, quand on en parle aujourd'hui, les gens se projettent beaucoup par rapport à ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux, dans les podcasts comme le mien. Il y a eu beaucoup de productions littéraires aussi là-dessus. Comment ça se passait à ce moment-là? Parce qu'il n'y avait pas tout ça. Déjà, moi, je vivais en Ardèche. Donc, l'Ardèche est connue pour sa pensée alternative. Il y a beaucoup de néo-ruraux, il y a beaucoup de gens qui ont connu et qui ont été actifs en mai 68. Donc, et d'ailleurs, il y a pas mal eu de création d'écoles alternatives autour de 68. Sudbury Valley School aux États-Unis a été créée en 68. L'école de la Neuville a été créée en 68, 69. Enfin, voilà. Il y a pas mal d'écoles, Steiner et autres, qui ont été créées dans ces années-là. Donc, il y avait déjà toute une génération qui remettait en question justement le système dominant. Donc l'Ardèche était quand même un terreau assez ouvert pour ce type d'idées. Et d'ailleurs, je n'ai eu aucun mal à trouver des sages-femmes qui faisaient l'accouchement à domicile, ce qui n'est pas évident dans toutes les régions, surtout à ce moment-là. Mais moi, j'en avais 3 à disposition. En Ardèche? En Sud-Ardèche, oui, tout à fait. Je précise quand même pour les personnes qui nous écoutent que par exemple à Bordeaux, tu vois, dans la communauté urbaine de Bordeaux, c'est 7-8 sages-femmes qui sont prêtes à accompagner à l'accouchement à domicile. Alors on en trouvait 3 en Sud-Ardèche. Oui. Ah oui, c'est quand même déjà énorme. Et à cette époque-là, c'est-à-dire à cette époque-là, en plus, à une époque où on n'était pas si loin du temps où vraiment la maternité était considérée comme une sorte d'Eldorado pour la femme et que accoucher à la maison, c'était... Ma mère, quand elle nous a donné naissance, c'était un archaïsme d'accoucher à la maison. Il fallait vraiment se faire accompagner en maternité par des professionnels et tout l'attirail qui allait mettre la maman et le bébé en sécurité. Donc il y a eu ce traumatisme peut-être d'accouchement difficile ou de mort en couche, etc. Mais voilà, après, il y a eu tout le développement de ce mouvement de faire naître les bébés à la maison et qui a été scientifiquement étayé et qui a démontré que on a plus de sécurité à la maison qu'en maternité, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, c'était... c'est vrai que... il y avait beaucoup moins de contenu à disposition, sans doute, que maintenant, sur ce parentage proximal et puis toute cette nouvelle parentalité qui tient plus compte des besoins de l'enfant. Mais néanmoins, il y avait déjà des précurseurs à disposition, et puis certains déjà très anciens, parce que Maria Montessori, on parle du début du XXe siècle. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et comment tu es venu à t'intéresser aux travaux de Maria Montessori? Comment est-ce qu'on découvre Maria Montessori à ce moment-là, alors qu'en plus on vient d'un milieu de l'audiovisuel? Tout simplement parce que une fois qu'a germé l'idée d'ouvrir une école à la ferme, je me suis questionnée sur quelle serait la pédagogie la plus adaptée. Donc, je connaissais déjà les travaux de Rudolf Steiner parce que mon père, s'intéressant à l'agriculture biologique, bien sûr, j'avais entendu parler de la biodynamie, de la médecine anthroposophique, etc. Et je savais que Rudolf Steiner avait aussi des idées sur l'éducation. Mais je n'étais pas attirée par une pédagogie aussi dogmatique, en fait. C'est ce qui m'a beaucoup plu chez Maria Montessori. Ça a été 2 choses. D'abord, son regard scientifique, parce que ça, c'est un axe qui ne m'a jamais quitté, l'axe scientifique, puisque après, je me suis intéressée à la théorie de l'attachement, à l'éthologie humaine, etc. Je suis allée étudier à Montpellier. Donc, avec André Stern, on a aussi fait partie tous les deux d'un comité scientifique qui prétendait faire la recherche sur les apprentissages autodéterminés, etc. Donc, cet axe scientifique m'intéressait beaucoup. Et l'autre chose, c'est qu'elle donner beaucoup de liberté à l'enfant dans un environnement préparé. Et l'une des phrases qui m'a le plus portée dans cette pédagogie, c'est « on n'agit pas sur l'enfant, on agit sur son environnement, on prépare un environnement ». Et c'est lui-même, et du coup on rend à l'enfant les clés de son développement, et c'est lui-même qui va être son propre maître, son propre guide. C'est un petit peu cette vision de l'adulte observant, bienveillant, qu'on pourrait appeler l'adulte jardinier. Tout comme les plantes, on ne force pas une plante à pousser. Elle pousse à son rythme, on s'occupe de son environnement. J'aime bien cette image, je sais pas si... Oui, absolument. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre la permaculture, par exemple, et puis l'accompagnement tel que je le pratique, parce que c'est vraiment le respect du vivant. Le respect du vivant, et même, c'est au-delà du respect.
aussi la considération. C'est s'incliner devant le vivant. Et admettre que avec notre mental limité, nous ne pouvons pas développer une intelligence aussi aboutie, aussi adaptée que celle du vivant, qui en fait est là. Donc c'est plus servir cette intelligence qui est déjà là, que plaquer sur l'enfant des concepts, des dogmes. Et d'ailleurs, je faisais une conférence hier, je rappelais aux gens que c'est un peu comme dans plein de domaines de réflexion, par exemple en diététique, on va vous dire tout et son contraire. Et ben en éducation, c'est pareil. Je rappelais que par exemple pour Rudolf Steiner, il faut surtout pas présenter des lettres avant l'âge de 7 ans, avant que les dents tombent, parce qu'on prendrait sur les énergies vitales de l'enfant. On le mènerait à utiliser des facultés intellectuelles qui ne sont pas prêtes, etc. Donc, Steiner était vraiment opposé à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture avant 7 ans. Tandis que pour Maria Montessori, c'est l'exact inverse. C'est que elle a constaté que le petit enfant s'intéressait au langage écrit tout petit, vers 2 ans et demi, 3 ans. Il commence à interroger qu'est-ce que c'est, etc. Donc, les pédagogues ne sont pas d'accord non plus. Donc, et là, je rejoins aussi la pensée de Krishnamurti qui disait, mais comment savoir où est la vérité alors que tout le monde se contredit en permanence, les religions se contredisent, les politiques se contredisent, tout se contredit tout le temps. Donc, c'est ce qui lui faisait dire que la vérité est un pays sans chemin. Très jolie phrase de Krishnamurti. Donc, voilà. La vérité étant un pays sans chemin, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ce qui est vivant dans l'instant présent, l'observation de l'enfant, l'observation de nous-mêmes face à l'enfant et de vraiment cultiver la qualité de la relation. Et donc, cette école se monte, cette école existe. Comment ça se passe une journée type ou une semaine type, peut-être dans cet environnement-là ? Alors, la pédagogie à la ferme des enfants, elle a quand même beaucoup évolué en 22 ans. Parce qu'au début, c'était beaucoup plus une école Montessori qu'autre chose. Et puis, au fil du temps, justement, moi, je me suis autorisée à lâcher peut-être aussi un certain dogmatisme chez Montessori pour aller de plus en plus vers ce que j'observais pour des enfants. Donc, ce qu'ils nous racontaient à travers leur réaction à notre proposition, à travers leur comportement, à travers leurs élans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de difficile dans l'injonction scolaire, l'injonction d'apprendre un programme que l'enfant n'a pas demandé. Et notamment des points de grammaire, des points de mathématiques qu'il dépasse complètement et dont il ne voit pas l'usage dans sa vie de tous les jours. Donc, à un moment, au bout de 15 ans de pratique, en faisant constat sur constat que nous étions en train de lutter contre les énergies naturelles des enfants sur certains aspects, eh bien, nous avons remis en question aussi l'injonction scolaire, l'injonction de devoir apprendre quelque chose qui n'intéresse pas l'enfant ou quelque chose qu'il n'a pas demandé. Ce qui nous a fait rejoindre à un moment donné le mouvement des écoles démocratiques qui propose de laisser l'enfant libre face à ses apprentissages. Donc, ça a donné, entre autres, un livre de référence de Peter Gray qui s'appelle « Libre pour apprendre ». Mais pas seulement, il y a d'autres. Bien sûr, André Stern a beaucoup écrit sur cette thématique aussi. Et puis d'autres pédagogues, notamment anglo-saxons, qui ont beaucoup écrit là-dessus. Donc, je me suis intéressée aux apprentissages autodirigés, autodéterminés. Et en 2016, notre école est devenue une école où on est libre pour apprendre. Ce qui fait que nous avons réorganisé complètement l'école en gardant les espaces Montessori, donc avec la pratique sur le matériel pour acquérir des notions que les enfants, cela étant, apprécient d'explorer. Mais nous avons vraiment rendu véritablement à l'enfant le pouvoir de décider ce qu'il veut apprendre et au moment où il veut l'apprendre et avec qui et par quels moyens. Donc ça, c'est une expérience qui a duré 3 ans et demi. Et puis, on a reçu une mise en demeure de l'Éducation nationale avec des inspecteurs qui étaient extrêmement déconcertés de voir que nous avions quitté notre belle pédagogie rassurante, Montessori et autres connus, avec le contrôle de l'adulte qui restait dominant dans la pratique, pour une pédagogie où l'enfant est le maître de ses apprentissages.
c'est vrai que je pense que dans notre culture, nous ne sommes pas encore prêts à vraiment confier l'apprentissage à l'enfant, lui redonner complètement les clés de ses apprentissages, parce que ça a fait réagir, pas seulement l'inspection, aussi les habitants de l'éco-village dans lesquels l'école était implantée, puisqu'elle est passée de la ferme de mes parents à un éco-village d'une vingtaine de maisons. Donc voilà, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cette expérience pédagogique de liberté de l'enfant. Et aussi, pour nous, ça a été beaucoup encore de découvertes, d'explorations incroyables, parce qu'on s'est rendu compte de la pertinence de ces apprentissages autodirigés, avec des projets qui se sont développés spontanément, qui étaient absolument incroyables, d'enfants qui ont créé des choses, des spectacles, qui étaient vraiment dans un enthousiasme de réaliser des choses ensemble ou séparément, qui était vraiment très, très remarquable. Et être libre pour apprendre, ça ne veut pas dire être dans le chaos ou de faire n'importe quoi, pas du tout. Ces écoles démocratiques, elles reposent vraiment sur une organisation très structurée, socialement très structurée, avec beaucoup de règles qui sont établies par toute la communauté. Nous, on pratiquait des médiations quotidiennes pour régler les problèmes interpersonnels. Et je me suis rendu compte au bout de 2-3 ans que ça transformait en profondeur, en fait, les personnes et le collectif d'une manière remarquable. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vivre ça et à constater ça. Et je dirais que les 2 dernières années de la ferme des enfants, c'était vraiment la consécration de la pédagogie, une sorte d'aboutissement. Donc c'est pour ça que on l'a appelé pendant un temps l'école démocratique girafe. Là aujourd'hui, je crois qu'il faut que nous quittions ce terme de démocratique, parce qu'il est trop connoté aujourd'hui et associé à une pensée qui serait libertaire et presque abandonnique par rapport aux enfants. Donc c'est pas du tout cette notion-là qu'on a envie de transmettre. Donc voilà, là je suis un petit peu revenue sur le terme école Montessori girafe, puisque Montessori, c'est toujours une pédagogie qui est au centre de ce que nous faisons. On a fini dans une sorte de compromis avec les enfants. Voilà, on leur a expliqué, dans notre société n'est pas encore tout à fait encline à accepter votre liberté d'apprendre. Donc, est-ce que vous seriez d'accord qu'on revienne à un petit plan de travail hebdomadaire qui jalonne les apprentissages? Et puis, voilà, on a voté et à la grande majorité, les enfants ont choisi de retourner dans ce petit compromis qu'on a fait avec la société et qui permettait de répondre à cette injonction scolaire. C'est vrai que tout ce que tu évoques, ça a l'air d'être très très en décalage avec le modèle scolaire, au moins le modèle public, en effet, où on attend de l'enfant, en tout cas à partir de 6 ans, qu'il soit assis sur une chaise, qu'il écoute, qu'il soit sage, qui bouge quand on lui dit de bouger et qui parfois même qui puisse faire ses besoins quand on lui dit de faire ses besoins. C'est très très cadré, donc en effet quand on commence à parler de liberté et d'apprentissage autodirigé, ça peut faire peur. Je profite pour notre auditoire pour leur dire, tu as cité quelques références, je me permettrai de rajouter John Holt et Ken Robinson qui sont des références aussi. Déjà, si vous lisez tous les auteurs qu'il a cités, ceux que je viens de citer, vous avez une sacrée bonne base de réflexion et de travail. Et pour faire le lien un petit peu, tu vois, avec justement ces considérations d'injonction scolaire, est-ce qu'il y a eu des cas d'enfants, peut-être les tiens, qui ont navigué entre l'école girafe, l'école démocratique girafe, Montessori girafe, et l'école publique, ou voire même une autre école privée, pour aller voir comment ça se passe, pour un petit peu se confronter à ça, et qu'est-ce que ça a donné? Oui, bien sûr, naturellement, les enfants, à un moment donné... Alors, souvent, c'est autour de 11 ans, 12 ans, 13 ans, ont des aspirations à aller rejoindre la société telle qu'elle est, d'aller à la rencontre, à la découverte de comment ça fonctionne. Bon, ils le voient un peu dans les films, ils en parlent avec les cousins, avec les voisins, donc ils savent, hein, mais ils ont parfois l'envie d'expérimenter. Alors, il y a eu plein d'expériences différentes avec ça. Il y a les miens, par exemple, mes 4 enfants ont voulu à un moment donné, donc sauf le 3e, mais les 3 autres, ils ont demandé à un moment donné à aller dans le public. Donc, ils ont fait cette expérience pendant plusieurs semaines. Et ils ont tous arrêté au bout de quelques semaines
parce que les règles du jeu en fait ne leur convenaient pas, et notamment les règles relationnelles. Ils ne trouvaient pas d'intérêt dans les relations en fait avec les camarades de leur âge. Et puis comme dans les écoles traditionnelles, les enfants sont rangés par âge, donc il n'y a pas trop moyen d'aller relationner avec des aînés, par exemple, ce qui leur aurait plus convenu, parce que souvent ils sont amis avec des personnes plus âgées ou parfois plus jeunes aussi. Mais voilà, le cloisonnement, ils ne connaissaient pas ça. Et donc, il y a eu des difficultés à trouver de l'intérêt dans les relations, et dans les jeux qui étaient proposés. Voilà. Et aussi, ils ont assez mal vécu la relation de domination, en fait. Donc, tout ce qui est de l'ordre des notations, des punitions, du devoir de se taire. Et puis, il y a eu des incompréhensions. Par exemple, ma fille me racontait que quand elle levait la main pour poser une question, on lui reprochait de ne pas avoir écouté. Ou des choses comme ça. Donc, finalement, elle s'est dit, je ne vais plus lever la main. Et je ne vais plus demander. Ou mon fils qui est né, il m'avait témoigné qu'il y avait quelqu'un dans la file de la cantine qui lui donnait des coups quelqu'un qu'il ne connaissait même pas, qui lui donnait des coups de poing dans le dos. Et lorsqu'il a voulu en parler au surveillant qui était là, eh bien, c'est lui qui s'est fait gronder. Et là, il n'a pas compris. Il n'a pas compris comment ça marche, quoi. Et en fait, c'est une invitation à se taire, à subir, à perdre confiance en soi aussi, parce que du coup, si on ne peut même plus faire valoir ce qui ne nous convient pas et qu'on n'est pas entendu, qu'est-ce qui se passe? Peut-être on se dit, mon ressenti ne doit pas être pertinent, etc. Donc, ils n'ont pas souhaité rester dans ce type de système. Voilà. Après, je connais d'autres jeunes qui ont souhaité passer dans le public et qui s'y épanouissent, hein, et qui sont très, très contents d'y être. Voilà. Et qui sont restés dans l'ouverture qu'ils avaient auparavant, la créativité, la curiosité. Donc, souvent, ils se font pas mal remarquer. Comme délégués de classe, ils se font remarquer parce qu'ils vont défendre des sujets qui sont parfois un peu en dehors des sentiers battus, ou qui ne vont pas hésiter à aller parler aux professeurs entre les cours, etc. Et donc, j'ai eu pas mal de retours de professeurs qui me disaient « Oh là là, c'est un plaisir de travailler avec ces enfants-là, parce qu'ils sont entiers, ils n'ont pas peur des adultes, et ils posent des questions, ils s'intéressent aux cours. » Il n'y a pas une forme de vécu, il y en a plusieurs, mais globalement, ça se passe très très bien. Et du coup, tes enfants à toi, si c'est OK pour en parler, si c'est OK pour eux, bien sûr. Le plus grand a 23 ans 25. 25 ans. Ouais. Du coup, il est dans la vie active? Et oui. Lui, il travaille depuis qu'il a 18 ans. OK. Il travaille, il a commencé par la forge au début, puis il a beaucoup travaillé dans le bâtiment, puis maintenant il est commercial dans une petite société, il expérimente ça. C'est quelqu'un qui aime beaucoup changer, il a besoin d'apprendre en permanence, donc il change beaucoup il a voyagé aussi, il a fait des choses très variées. Ce que je veux dire, c'est qu'être dans une école comme celle que tu as proposée, ça ne l'a pas rendu ni asocial, ni inapte à s'intégrer à la société, ni inapte à avoir des relations avec les autres. Au contraire, en tout cas, mon expérience, moi, en tant que maman, c'est que ce sont des enfants qui sont autonomes assez tôt. Du coup, tu les vois partir plus tôt. Ouais, à tel point que des fois, c'est un peu déconcertant, parce que mon dernier, à 12 ans, il voulait prendre le sac à dos et partir en Grèce tout seul. Ah oui. Voilà. Mon aîné, pareil, à 12 ans, il a voulu quitter le collège parce que ça faisait plus sens pour lui, et même si c'était le collège de chez nous. Et il voulait rentrer dans la vie active. Il voulait avoir un métier entre les mains déjà. Donc, c'est des fois pas facile à accompagner parce qu'ils sont très précoces en termes d'autonomie. Et c'est des jeunes qui se débrouillent. Enfin, en tout cas, moi, mon expérience, c'est vraiment des jeunes qui sont très débrouillards, très réveillés, et qui donc vont mener un peu leur barque à leur manière, dans la mesure où les parents les laissent faire, quoi. Si demain, quelqu'un venait te voir en te disant bonjour Sophia Rabi, j'aimerais beaucoup monter une école sur votre modèle, j'aimerais beaucoup moi aussi proposer ce type d'environnement d'apprentissage libre aux enfants, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui ont ces élans-là, ces projets-là? Moi, j'ai envie de dire, on a besoin d'écoles. Il y a besoin d'écoles différentes aujourd'hui, encore plus maintenant qu'autrefois, parce que
Déjà, les parents ont pris conscience de beaucoup de choses. On est face à un avenir qui est incertain, mais qui a besoin d'enfants qui vont grandir intègres, qui vont grandir avec leur pleine créativité, leurs pleines ressources, avec des compétences relationnelles. Parce que si nous allons vers des crises, nous allons aussi vers des tensions. Donc, c'est très important de préserver les enfants pour qu'ils puissent garder leur intégrité émotionnelle, relationnelle, empathique, etc. Donc, moi, j'ai vraiment à cœur de soutenir tous ceux qui veulent créer des écoles, ce que je fais aussi à travers mon centre de formation, l'Université Vivante, puisque chaque année, je reçois des stagiaires qui viennent se former pour très souvent mettre en œuvre des projets. Du coup, sur un point très pragmatique sur ce sujet-là, la législation aussi par rapport aux écoles hors contrat évolue. J'ai l'impression que c'est devenu très compliqué quand même d'ouvrir un établissement. Alors oui, nous sommes de plus en plus face à une administration très pointilleuse où il y a beaucoup plus de temps à passer sur ces dossiers-là qu'autrefois, il y a 22 ans, quand j'ai monté la ferme des enfants, c'était un régime vraiment déclaratif, très simplifié. Là, maintenant, il faut surtout monter un dossier assez important en termes de sécurité, d'accessibilité, de normes, etc. Et puis déposer aussi un projet pédagogique qui soit conforme à la demande du ministère de l'Éducation nationale. Mais bon, ça, c'est pas du tout insurmontable. Je crois que le plus difficile, c'est d'arriver à faire sa place dans une communauté, dans une municipalité où les élus ont parfois un pouvoir de refuser un projet d'ouverture d'école. Donc, c'est ce qui nous arrive, nous, ici, à Rieux, où c'est assez compliqué avec la mairie. Et je connais pas mal d'écoles qui sont en difficulté pour ouvrir. Mais heureusement, chaque année, il y a quand même de plus en plus d'écoles qui s'ouvrent. Donc, ça donne bon espoir que la plupart des familles trouvent un endroit où mettre leurs enfants, y compris lorsque l'instruction en famille ne sera plus accessible. Tu évoques là-dessus le sujet de la municipalité. En effet, c'est un gros sujet. Dis-moi si je me trompe, j'ai cru comprendre aussi qu'il fallait une personne qui a été directeur ou directrice d'établissement avec au moins 5 ans d'ancienneté. Oui. Comment on trouve ces gens-là ? Alors, soit ce sont des repentis de l'Éducation nationale, et il y en a beaucoup, il y en a qui ont envie de se mettre au service d'autre chose et en connaissance de cause, du coup. Soit, comme moi, il faut avoir déjà un passé dans les écoles alternatives où il est possible aussi d'avoir été surveillant pendant 10 ans. D'accord. Voilà, donc non, mais effectivement, ça s'est resserré très fortement. Il faut aussi avoir aujourd'hui un certain niveau d'études qui n'était pas requis il y a 20 ans, puisqu'on pouvait ouvrir une école avec un simple baccalauréat, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il faut avoir un master 1, je crois. Bac plus 4. Ok, en même temps, on demande aux parents en instruction famille d'avoir un bac, même pour le niveau maternel. Incroyable. Oui, c'est incroyable. Je suis toujours assez consterné parce que de cette nouvelle-là, tu vois, alors petit détour par l'instruction en famille, mais on est quand même face à un État qui propose des parcours en alternance, des CAP, des BEP, mais qui en gros vous dit que avec ces diplômes, vous êtes trop bête pour accompagner un enfant de petite section. Vraiment, c'est quelque chose qui m'interpelle profondément. Bon, après, voilà, on ne va pas débattre du texte de l'instruction en famille maintenant. Il y a un sujet financier aussi souvent sur les écoles alternatives, notamment pour les familles. Ça reste un coût qui peut être important. Hélas. Hélas, oui, bien sûr. Oui, parce que nous ne sommes pas du tout soutenus par l'institution, justement. Donc, nous devons voler nos propres ailes. C'est vrai que pour les familles, c'est un peu un double paiement parce que par les impôts, les taxes, etc., une partie de notre argent va à l'éducation nationale, mais il n'y a pas de retour pour les gens qui veulent une pédagogie différente. Donc, ils doivent en plus payer l'école pleinement. C'est-à-dire que la plupart des écoles fonctionnent à 100% avec les mensualités que versent les familles. Donc ça, c'est très pénible comme situation.
En tout cas, je souhaite que, à un moment donné, nous ouvrions à d'autres pratiques, comme c'est le cas en Allemagne ou dans les pays nordiques, où les pédagogies alternatives sont pleinement intégrées dans le système. Pour l'instant, ici, ce n'est pas le cas, où c'est très exceptionnel. Il y a quelques écoles subventionnées, des calendrettes, quelques écoles Freinet, quelques lycées ou collèges expérimentaux, et puis ça s'arrête là, quoi. Le reste de la très grande majorité des écoles alternatives ne sont pas subventionnées. Oui, tout à fait. Et puis malheureusement, le modèle général de l'école publique aussi s'inspire extrêmement peu ou de manière très, très parcellaire de ces méthodes alternatives. On peut trouver de temps en temps. Tu sais, c'est souvent on dit que c'est à la main des enseignants aussi, que c'est à eux de faire le travail. Ce sont des initiatives individuelles. Mais moi, je les vois à venir, dans mes formations notamment, ces instits et ces professeurs incroyables qui vont passer beaucoup de temps personnel à élaborer des pédagogies différentes dans leur classe, à se battre contre vents et marées pour essayer de faire admettre des pédagogies alternatives dans le public. Mais ça leur demande une énergie folle, quoi, parce que souvent, ils sont pas reconnus, pas soutenus. Tout à fait. Dans leur démarche. Ouais. Et en plus, il y a un investissement souvent financier personnel sur du matériel, sur des choses comme Absolument. ça. Et sur les formations aussi. Totalement. Donc c'est assez impressionnant. Mm-hmm. Merci beaucoup, Sophie, pour tous ces éclaircissements sur d'autres voies d'apprentissage possibles. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.